Cette capsule vous est offerte par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. Monsieur Desrochers, si on tient compte de vos premiers essais, votre premier poème à l'âge de 5 ou 6 ans que vous avez fait pour votre sœur, Le rouleau s'enroule, et le deuxième essai que vous avez fait à 12-13 ans. Oui, à 12-13 ans, attendez, c'est celui-là, c'est Maman, maman, je vous appelle, vite prenez-moi dans vos bras, je vais tomber dans une étoile si vous ne me retenez pas. Si on tient compte de ces deux premiers essais, comment dans le contexte des années de 1929-1930, un jeune homme pouvait en venir à s'intéresser à une carrière littéraire? Bon, mais moi, ma carrière littéraire est bien antérieure, même, je dirais qu'elle est finie en 1929, elle n'a pas commencé dans ce temps-là, elle a fini dans ce temps-là, parce que le Fronde aux Vierges-Folles a été écrite mettons, du collège, mettons 1918, de 1918 à 1921-22, quelque chose comme ça. Sauf un qui était de 1927, il y a qu'une pièce qui est tard. Puis à l'homme de l'Orphée a été écrite dans l'hiver de 1929 à 1930. Alors c'était assez long de la date de l'écriture à la date de publication? Ben non, elle est parue tout de suite, à l'homme de l'Orphée est parue tout de suite à l'automne de 1930. Tout de suite à 1930. 29, c'est pas 19, c'est 29, pas 28, 29. Et comment le goût de la poésie vous est venu? Comme des démangeaisons, comme n'importe quoi, comment ça nous vient, hein? Couleur de vos yeux, couleur de vos cheveux, comment ça nous vient? Ça, c'est des questions, moi, j'ai jamais été posées 1000 fois, je n'ai jamais été capable de donner une réponse intelligente à ça, je n'en pas. L'opposition du travail manuel et du travail intellectuel est quelque chose de primordial chez vous. Opposition, non. Je vais te dire que, comme tout Canadien français, on a tout un passé, vous savez, d'ouvriers, de travailleurs. Alors c'est pour ça que dans mes vers sont plutôt, c'est pas des chansons, c'est pas de source, c'est tout simplement du travail qui est fait. De même façon que un sculpteur sur bois va faire un banc d'église, va faire une chose comme ça, à côté de... c'est l'ouvrier qui travaille dans le... il va faire une espèce de beauté, s'il est appelé à le faire, s'il a besoin de le faire, mais s'il n'en a pas besoin, ben, vous avez rien qu'à peine de regarder nos vieilles églises, il y a du travail là-dedans qui est une merveille, vous savez, au ciseau, puis... et ça a été fait presque nu-main, ça n'a presque pas d'outils, presque il y en a, les quevillons, les autres, tout ça, là, ouais. Mais ceux qui n'avaient pas de... les cultivateurs, là, des petites églises pas riches, là, qui ont été décorées, il y a des choses merveilleuses faites là-dedans, là, c'est pareil. Et puis si on regarde, disons, pour en faire un lien avec votre façon de traiter la poésie, est-ce que vous considérez, pour vous, la poésie, est-ce que ça a été plus un travail d'artisan, ce sens-là, ou ça a été... D'ailleurs, c'est dit dans Lord Barford, hein? Le livre que voici n'est pas œuvre d'artiste, c'est tout au plus un ouvrage d'artisan à qui mieux du valide de rester paysan. Oui, c'est un trait qui semble assez dominant. Au début de chaque recueil ou de chaque livre, vous écrivez toujours « c'est mon humble avis » ou vous vous demandez toujours si vous avez des auteurs. Je me demande si, de ce côté-là, ce ne serait pas un peu le complexe des Canadiens français. Non, ben, voyez-vous, l'épître liminaire qu'on dit à peu près d'autrefois, c'est que moi, je suis un bonhomme du 17 ou du 18e siècle au plus, et je ne suis pas un 20e siècle. Quoi. Moi, je voudrais savoir, on vous rattache à plusieurs écoles, puis ça. Je voudrais savoir les grands poètes dans votre jeunesse qui vous ont le plus influencé. Victor Hugo. Victor Hugo. Il n'y a pas doute, c'est Victor Hugo. Mettez à 80%. On lit souvent, je sais pas moi, Jean-Paul Crouzet ou Dantin parle de Baudelaire, de l'école parnassienne, de Lecomte de Lille. Écoutez, Baudelaire, il est issu de Victor Hugo aussi, n'oubliez pas. Hein? Victor Hugo, les gens ne connaissent pas, on connaît rien que ses morceaux choisis. Mais quelqu'un qui connaît Victor Hugo, il y a tout dans Victor Hugo.
il a été assez frais pour écrire un de ses volumes, Océan, puis c'est vrai, c'est un océan. Si je vous demandais de vous définir, croyez-vous que vous vous rattachez plus au mouvement romantique ou réaliste? Romantique. Vous êtes définitivement romantique. Absolument. Mais le réalisme, c'est simplement une petite branche du romantisme. Vous savez, tout le 19e siècle, là, et puis même une bonne partie du 20e, c'est simplement de l'excroissance de la végétation romantique qui a commencé en Allemagne, puis qui s'est poursuivie en France, puis qui tout le 19e siècle. Parce que souvent, je sais pas, en particulier, Samuel Baillargeon relève souvent, disons, votre sens de l'observation, votre minutie. Et puis quand on parle de votre poésie, on dit que c'est une poésie dont la fleur s'épanouit dans les hautes sphères de l'intellect, mais dont les racines plongent dans la terre de chez nous. Alors, tout poète à peu près digne de ce nom fait comme ça. Vous savez, vous êtes, on va vous chanter un bain pompier qui passe aujourd'hui, c'est Edmond Rostand. Quand dans Chantelet, il dit « Je ne chante jamais que lorsque mes vigriffes ont trouvé, certes dans l'herbe et chassant les cailloux, l'endroit où je parviens jusqu'au tuf noir et doux. Alors, mis en contact avec la bonne terre, je chante. Et c'est déjà la moitié du secret du mystère, mesdames. La moitié du secret de mon chant, qui n'est pas de ces gens qu'on chante en les cherchant, mais qu'on reçoit du sein de la terre comme une sève. » On vous écoute parler, on sent un certain feu intérieur, une certaine bonne humeur. Ah, du brûlement d'estomac. C'est le mot brûlement d'estomac. Mais à l'époque où vous avez écrit, je me demande s'il y avait cette vigueur, cette bonne humeur qui était en vous, qui vous poussait à écrire. Et Ben, voyons, quand on est poète, on est malheureux comme les pierres. Donc, voyons, non, hein? Ça ne serait pas poète. Aussi, on dit souvent que le poète ou l'auteur est le seul à vraiment comprendre le message qu'il livre. Absolument. Puis des fois, je ne le comprends pas lui-même. Mais selon vous, là, qu'est-ce qui est l'élément le plus important que vous voudriez transmettre aux autres? Ça serait à peu près comme le slogan politique « Mêlons-nous de nos affaires ». C'est-à-dire, écrivons pour nous autres. Oui. Il y a pas de... Moi, je suis pas capable de donner de formule aux autres. Parce que j'ai mon tempérament, j'ai pas le tempérament d'un autre. Je peux donner des petits secrets de métier, c'est très bien. Comme je peux enseigner la syntaxe française, oui, je peux enseigner la syntaxe française, mais je suis pas capable de vous montrer comment écrire. C'est-à-dire, je suis capable de vous montrer comment écrire, oui, mais pas pour... Mais justement, on disait que votre poésie était très structurée et qu'elle a été écrite selon la poésie traditionnelle, mais avec une couleur locale nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Ben, des fois, je comprends pas ce que les gens disent, c'est forcément difficile d'expliquer. C'est comme il y a quelques années, il y avait une mode, c'était expliciter, tu comprends? Je suis pas capable de savoir juste ce qu'on veut dire. Tout simplement que je vous ai cité de pompier Rostand, mais c'est pas mal mon idée à moi. Vous leur savez du sol natal. Ça, comment est-ce que c'est? Comme Voltaire était un homme bien intelligent, il disait que l'éducation d'un poète commençait avec son arrière-grand-père. Ben, écoutez, c'était pas vrai ça. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez la tradition, il faut que vous ayez l'ascendance, il faut que vous ayez l'hérédité, il faut que vous ayez tout un tas de composants pour que ça forme un poète, comme pour que ça forme n'importe quoi d'ailleurs. Mais pour en rester dans la même ligne de pensée, si on regarde la poésie qui se faisait aux alentours aux environs de la Deuxième Guerre mondiale, là, il y avait certainement, je sais pas moi, une certaine incertitude. Mais oui, mais écoutez, moi, je suis le dernier des je suis un survivant, moi, je ne suis plus un poète vivant, je suis un survivant. Parce que quand Saint-Denis Garneau est arrivé, eh ben, ça a changé toute la poésie, de tout ce qu'il y avait de poésie antérieurement, il n'y en a pas eu. Il y a un poète au Canada, c'est Saint-Denis Garneau, puis c'est Saint-Denis Garneau premier. Je ne sais pas si bonne d'abord un deuxième. Il y a eu Garcia Lapointe, il y en a eu d'autres, mais ces petits princes-là, ils n'ont pas été loin d'autres. Vers 1900, au début de votre livre Paragraphe, vous dites de la génération de 1920 à 1930.
la génération de l'après-guerre, la première guerre. Vous avez dit qu'il est sorti aucun auteur de 1920 à 1930 qui a laissé une œuvre importante, disons, si on veut comparer à Nelligan ou tout ça. Comment expliquez-vous qu'à cette époque-là, il y avait comme un désintéressement des jeunes à écrire? Ça, mon cher monsieur, ça s'explique pas. Il y a des vides. C'est non seulement dans la poésie, c'est dans tous les domaines. Vous avez des siècles et vous avez des périodes de siècles où vous avez une surabondance de production dans tous les domaines. Et puis il arrive tout de suite après comme une sécheresse. Vous allez prendre le 19e siècle, là. Dans tous les domaines, regardez les inventions de la science, de la poésie, le roman. Prenez tout ce qu'il y a dans le 19e siècle à partir, vous savez, de Napoléon. Napoléon, c'est le grand guerrier, s'il y en a eu un. Tous les généraux qu'il y a eu dans ce temps-là, puis tout ça, là. C'est dans tous les mots, ça, c'est le domaine que vous avez des géants. Vous avez la sculpture, vous avez la peinture, vous avez la poésie, vous avez le roman. Bon, ben, des romans comme des romanciers comme Alexandre Dumas, comme Georges Sand, on peut trouver que c'est tous des pompiers. Essayez donc de m'écrire de la pompe comme ça. Et pour en revenir au niveau du langage, disons, votre poésie, disons, quand on la lit, ce qui nous frappe, c'est que souvent, il y a des vocables très recherchés qui vont côtoyer des termes du terroir. C'est souvent le reproche qu'on vous a fait aussi, je crois. Oui, Dante avait dit ça. Et les sonnets d'Hérédia écrits par Joe Montferrand. Mais ça donne quand même pas un mélange hybride, donc... La formule qu'il y a, moi, vous savez, moi je pensais que j'étais pas capable de faire du terroir. Bon, alors, ils m'ont reproché, quand j'ai publié Le Prendre au Vierge de Paul, quand il y avait nos lacs et puis nos... C'est tout le charabia qui nous sert continuellement. Ah, ben, je dis, moi, je suis pas capable de faire des vers de même. Même en chose, je pensais que je faisais des petits vers élégiaques, comme vous savez. Votre main fine, longue et blanche, et puis bon, des affaires comme ça. Puis, ben voilà que je voulais faire. Moi, j'ai dit, moi, me montrer que je suis pas capable d'en faire. Je sais montrer que je suis pas capable d'en faire. Je peux vous demander quelle a été votre plus grande source d'inspiration? Le dictionnaire Larousse. Non, je vais bien croire que c'est le dictionnaire Larousse, mais je veux dire, je pense que vous êtes un fils de la terre canadienne-française avant tout. Ben, naturellement. Je suis d'origine, et j'en suis fier. J'ai de l'Indien dans le corps, et j'en suis fier. Puis, Mais justement, à propos d'Indiens, là, on lisait dans les critiques qui ont été faites à cet effet-là, disons, étant donné votre hérédité française et indienne, que, disons, vous aviez le goût du risque, un certain attrait du péril, le mépris des lois, en tout cas toutes les formules de ce genre-là. Là. Pour en revenir justement à l'époque, au contexte social, là, est-ce que la poésie, comment c'était vu? Disons, si on regarde, disons, les gens acceptaient plus ou moins les littéraires, là, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport à faire entre votre personnalité puis ce goût-là de... Quand la poésie a commencé, quand j'ai commencé, madame, il y avait Jean Béraud, Laroche, qui était critique littéraire à la presse. Alors, il a dit 3 lignes sur la fronde au Vierge-Paul. Il a dit que la muse de M. Desrochers s'inspire davantage que de... Bon, c'était tout ce qu'il avait dit. Justement, la poésie, selon vous, ça doit exprimer quoi? Le rêve, le cri du cœur, quoi? Je vous l'ai dit, il me semble, tout à l'heure, ça fait partie de notre organisme. Là. C'est pas... on peut être un poète fabricant. Je pense qu'on peut fabriquer, ça m'est arrivé d'en fabriquer, moi aussi. Puis, bon. Mais quand vous écrivez, là, je vais prendre comme à Longue Blanchard, là, par exemple, les sonnets de chantier, ils sont fabriqués. Seulement, on fabrique puis on se prend au jeu. C'est comme vous allez ramasser des agates sur le bord de l'eau, là. Puis tout d'un coup, vous en trouvez une qui a réellement une forme, vous savez, qui vous intéresse, et puis vous n'avez jamais fait de gravure, vous n'avez jamais fait de sculpture, ben, vous allez aller au magasin, vous allez acheter 2, 3 petits burins, là, vous allez commencer à travailler votre appareil. Ben, c'est le même que... La poésie, c'est à peu près pareil. Puis pour faire un petit glissement, là, disons, si vous considérez, vous, que
comme on disait tantôt, ce que la poésie doit exprimer, vous parliez du cri de la terre, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle qui est beaucoup plus engagée que ce que ça pouvait être vers les années 1930? Je veux dire, maintenant, on prend... Ça dépend que ce que vous dites par engagé. Moi, j'ai écrit des vers dans ce temps-là. Ils n'ont pas été publiés, mais je les ai écrits. J'étais proche le communisme dans ce temps-là. Ma poésie était mauditement engagée. Hein? Capital minerai des humanités mortes, des affaires comme ça. Si vous étiez engagé au point de vue de votre poésie, vous ne l'étiez pas du tout au point de vue de votre critique ou de votre journalisme. Parce que vous dites au début de paragraphe, vous écrivez au début de paragraphe qu'un journaliste ne doit pas avoir d'opinion, ou s'il en a, qui égale pour lui. Mais à ce moment-là, comment atteindre une certaine subjectivité? Mais oui, mais au commencement de paragraphe, si vous l'avez lu, j'ai dit, j'essaye pas de juger, j'essaye de comprendre. Et ça me semble méritoire dans un pays où il y a tant de gens qui jugent sans comprendre. À ce moment-là, comment porter un jugement critique? J'essaye de comprendre avant de juger, et ça me semble appréciable dans un pays où tant de monde juge sans comprendre. Donc, selon vous, la première opération, ça doit être un contact avec l'œuvre? C'est comprendre l'œuvre. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Et de mesurer et de déterminer dans quelle mesure il a réussi son affaire. Vous savez, si vous voulez faire une cathédrale avec des allumettes, ben c'est de votre affaire. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire. Mais si vous l'avez fait, puis qu'elle a des bonnes proportions, puis n'importe quoi, je vous dis c'est un ouvrage de pouvoir, en fait, le compte est bien fait. Mais justement, là, vers 1930, quand Paragraphe a paru, comment ça a été perçu? Est-ce on s'est bien rendu compte? Il s'en est vendu 200 exemplaires. 200 exemplaires. Les gens ne se sont pas rendus compte que c'était une forme tout à fait nouvelle, révolutionnaire même. Ils ont trouvé que c'était fou. Ils ont trouvé que c'était fou. Mais par contre, il y a certains critiques qui sont... Ils trouvent que c'est le meilleur livre de critique qui s'est publié dans ce temps-là. Ça a toujours été... Ouais. Ou je suis en retard sans bon sens, ou bien je suis en avant de mon temps sans bon sens. Je vis avec mes petits-fils ou bien avec mon arrière-grand-père. Je vis jamais avec mes contemporains. Mais comment vous percevez maintenant le journalisme actuel? Disons, maintenant, on va avoir... c'est plus seulement de rapporter des faits. On va avoir, disons, pour un même fait, plusieurs interprétations, plusieurs versions. C'est subjectif, puis les gens, avec ça, se débrouillent pour avoir une opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Il y a dans le paragraphe, si vous l'avez lu, vous avez trouvé des affaires comme ça. L'objectivité, ça n'existe pas. Vous réagissez suivant votre tempérament. Donc, ça devient subjectif. Si je me rapporte ce que j'ai trouvé sur le journalisme vers cette époque-là, le journalisme avait pour tâche de rapporter le fait. Ben oui. Et c'était l'actualité au jour le jour. Mm-hmm. Il devait être objectif le plus possible. Alors, votre livre, Paragraphe, a été écrit un peu dans ce sens-là. Ben, il a été écrit dans une forme de journal. Même, il y a eu, dans la chose, Paragraphe, il y a eu des phrases découpées par Albert Lévesque. Albert Lévesque prétendait être le Grasset de l'époque. Et puis, il se permettait de corriger ses auteurs. Alors, j'ai rétabli ce que j'ai pu. Mais j'avais plus de manuscrit sous la main. Et il m'envoie des épreuves. Il ne m'envoie pas de manuscrit avec. Alors, il y avait chambardé à peu près une cinquantaine de phrases, je pense. Il y avait des places qui me faisaient dire tout le contraire de ce que je voulais dire. Mais là, j'ai essayé de le rétablir. Par exemple, où ce que j'avais mis, une chose est toujours une affirmation, c'est ça que je pense. Eh bien, lui, il avait mis un presque en avant, puis il m'avait délayé ça, mon frère, monsieur, c'était de la labatine, c'était plus d'autre chose. Mais dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait quand même une certaine restriction? Le contexte faisait que la liberté de parole, là, je veux dire, à ce moment-là, ou d'exprimer ses opinions? La liberté de parole, ce qu'on entend par liberté de parole, moi, je n'ai jamais su juste ce que ça voulait dire. Moi, je suis toujours pensé, quand j'avais envie de dire quelque chose, on parlait, j'ai perdu, moi, le prix d'action intellectuelle, parce que j'ai fait bêler un taureau dans le champ. C'est tout ce que j'ai eu, j'ai perdu 100 piastres.
Ben, ça pas rien, je l'aime, mon taureau. Moi, je sais que vous avez participé à une revue qui s'appelait Mes Fiches et que vous avez travaillé avec Édouard Montpetit, Germaine Gavremont. J'ai pas travaillé, non, j'ai pas travaillé avec eux autres. Oh, non. Vous n'avez pas travaillé? Non, non, j'ai jamais travaillé avec eux autres. J'ai bien connu Mme Gavremont, mais je pas. Mon petit, je l'ai rencontré 2 fois dans toute ma vie. Puis j'ai peut-être échangé 2 lettres avec lui. Pas plus que ça. Non. Mais la revue Mes Fiches, ça ne vous rappelle aucun souvenir? Ben, Mes Fiches, c'était. Ça, c'était Fidesz. C'était des petits. Il y a eu une affaire de publier, je pense qu'il y a même 2 fiches de publier sur mon compte. Si c'est pas tout beau. Mais c'était pas un journal bimensuel sur lequel vous faisiez... Non, c'était des fiches, ça, c'est pas... Il y avait lecture. Lecture, c'est pas mes fiches du tout. Il y avait la revue Lecture qui était publiée par Fidesz, dans laquelle j'ai eu plusieurs, 4 ou 5 au moins. J'ai eu un article sur, si je me souviens bien, j'avais eu un article sur Marie de France, j'ai eu un article sur Alain Grandbois, j'ai eu un article sur... Marie Lefranc, Alain Grandbois, Félix Leclerc. Ah oui, dans la lecture, ça c'est lecture, c'est pas dans mes fiches. C'est lecture. Lecture, il est discontinué, mais il est relié en volume, puis vous pouvez le consulter. Quand on vous demandait de signer une préface, soit pour un livre de Jeanne Grisé ou par exemple pour... vous avez aussi donné votre avis pour le livre Machine à écrire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, oui. À ce moment-là, c'était à quel titre? C'était comme poète, comme journaliste, comme critique? C'était comme ami surtout. C'était comme ami surtout. Mais dans le cas de la machine à écrire, je trouvais que c'était une affaire merveilleuse qu'il fallait faire connaître. C'est moi qui ai dit à ce gars-là, là, il faut absolument que vous publiez ça. Il faisait ça, puis il y avait du saillant entre... Il était 3 ou 4 professeurs, puis c'était chez mon garçon, chez mon gendre, je veux dire, le mari de Simone. Là. Bon, alors, c'était des professeurs, il était tous les deux là, puis il trouvait ça bon. Mais j'ai dit, il faut absolument publier ça. Puis moi, ce que j'aurais aimé à faire, ça aurait été de rien que de sortir les vrais alexandrins qu'il y a dedans. Vous auriez eu un volume parfait, puis même moi, je l'ai suggéré. Il avait mis les audiens tant de mots, tu sais. J'ai dit, prenez donc tant de mots caractéristiques de Victor Hugo dans les derniers, là. Vous prenez la fin de Satan, Dieu, ou ben, tu sais, ces gros, ceux où ils ronflent là en masse à Hugo. Mettez donc ça, il a pris à peu près... il a fait une chose, puis Hayet en appendice dans le machine d'écrire, vous savez, il y a parti que Victor Hugo. C'est moi qui avais dit que c'est des vrais vers de Hugo. Vous auriez bien qu'à peine de faire sauter une lettre ici et là, je te dis, puis vous auriez des alexandrins. Parfait. Vous avez dit, comme critique, vous avez dit l'ordinateur, là. Ben ouais. Ça fait la preuve de la poésie, comme la machine à calculer fait la preuve des mathématiques. Ben oui. Et puis il y avait aussi, à part de ça, la revue Lecture, il y avait la Société des poètes canadiens français. Ah oui. Ça, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que c'était? Ben, la Société des poètes canadiens français, ça avait été fondé en 1923, je pense, 22 ou 23. Et puis, il organisait un concours chaque année. Alors, j'avais envoyé des vers, moi, en 1924, je pense. Le deuxième année, je pense, de la Société. J'ai pas eu de prix, mais j'ai reçu une lettre de Désilet me disant que tous les membres avaient remarqué mes vers, et puis qui m'invitaient à faire partie de la Société. Et puis qu'il y avait la proclamation des lauréats à telle date. Puis il dit, vous rencontrerez les gens qui ont concouru avec vous. OK. Alors, je suis allé à Québec, ça c'était en 25, 24 ou 25. Je ne peux pas dire si c'était 24 ou 25. Je me souviens pas si j'étais marié, si c'est l'année avant que je me marie ou bien l'année après. C'est quand vous avez dit, ça fait 50 ans, ça, qui l'a dit. Je comprends que c'est assez difficile pour vous de vous souvenir de ça. Vous venez justement de parler de votre mariage, là. Ben oui. Je crois que L'élégie pour l'épouse en allée, c'est votre dernier recueil. C'est le dernier, oui. Moi, je veux savoir si votre femme, dans votre vie, a vraiment été le soutien moral. Si vraiment, là, ça représente... Parce qu'on lit ça et c'est un long poème d'amour. Je veux savoir au juste quel rôle a joué votre femme dans votre vie.
c'était l'incarnation de la patience, tu comprends? Pour endurer un type pour moi pendant 50 ans, quasiment. Pas 50 ans, mais 40 ans. On n'a jamais eu, pendant 40 ans, on n'a jamais eu de plus petites discussions de ménage ou n'importe quoi. Non. Mais justement, après un si long silence en poésie, pour vous, ça vous a pas demandé un effort quand même surhumain? Non, c'est venu, j'en ai écrit jusqu'à 4 d'une journée, 4 sonnets d'une journée. Donc, c'est la preuve de ce que vous disiez tantôt. Qu'on trouve un sujet, et puis un auditoire, je vais le voir. C'est la preuve de ce que vous nous disiez tantôt, que la poésie, c'était en vous, puis que vous pouvez pas l'expliquer, ça vient... c'est ça. Vous aviez ça à dire et vous l'avez dit. L'occasion s'en présentait, puis je me foutais, c'est pas une question de dire qu'on va... Je voulais... vous savez, que ces vers sans après soient pour toi l'épitaphe que ne pourra jamais t'offrir ma pauvreté. Alors c'est l'épitaphe que j'ai pu y faire. Dors en paix ton sommeil anonyme à côté des monuments où l'opulence a son paraphe. Mais maintenant, là, disons, ça fait un certain temps que vous n'avez pas écrit, ça vous manque pas, ça vous avez... Est-ce que vous écrivez encore parfois dans vos temps libres, disons, sans que ce soit publié? Ouais, écoute, là, je sais pas si je devrais oser vous dire ça à des jeunes filles, mais bon, je vais vous dire carrément que la poésie, à peu près, c'est une sublimation, si vous voulez, de l'instinct sexuel. Moi, pour mon goût, c'est pas d'autre chose que ça. Et justement, aujourd'hui, avec la libération sexuelle, est-ce que vous pensez que la poésie a encore une place dans ce monde? Ben, c'est ça, peut-être. Ça, j'en fais plus non plus. Moi, je suis pas libéré, moi. Ah, moi, je suis pas libéré. Vous n'êtes pas libéré. Ah, oui. Ah. Alors, M. Desrochers, ça a été un très grand privilège pour nous aujourd'hui de vous rencontrer. Et puis, ce qu'on trouve formidable, je pense, Myriam et moi, c'est que un si grand poète, une carrière derrière lui, une œuvre devant lui, je dirais, reste si humble. Puis, en terminant, je voudrais vous demander quelque chose, si vous voudriez nous réciter quelques vers. Bon, alors, le frère aux Vierges folles, qui a été massacré, ô Vierge folle, vous que maudit l'Évangile, sœur de mon âme, qui voulant trop tôt danser, dans un amusement stérile, avait laissé l'huile se consumer dans la lampe d'argile, qui souple et sachant tout avenir fragile, entrelaçant vos pas d'un rythme cadencé, sans souci du moment fugace des pensées, avait au lendemain préféré la vigile. En gage fraternel, je vous offre ces vers où j'ai mis mon passé d'attente et de revers, dont mourut sans plaisir ma jeunesse trop sage, afin que dans nos ans de désir, le regret d'un qui ne sut goûter ce que l'instant offrait, de par-delà les siècles morts vous rendre hommage.